Salutations mes boys, aujourd'hui on va parler de Total War Warhammer, précisément du DLC Omen of Destruction ou Présage de Destruction dans la langue de Jules Verne. Il y a trois factions mises en avant, Khorne, les ogres ainsi que les orques. Je parlerai donc d'eux de manière subjective dans mon ordre de préférence qui n'est pas visible de gauche à droite sur cette magnifique image. N'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime ça fait toujours plaisir. À la tête de la faction de Khorne, nous retrouvons Skulltaker qui niveau lore reste comme tous les champions de Khorne d'Age of Sigmar, 40k ou Fantasy, un guerrier très puissant avec une soif de sang constante. Car avant d'être le sanguinaire le plus connu, il était Vrekas, chef d'une tribu Kurgan qui enchaînait les duels contre les autres chefs afin d'asseoir sa domination. Sauf qu'un jour il tomba face à un adversaire avec une plus grosse armée et une épée artefact. Il fut vaincu, sauf qu'on ne lui accorda pas la mort du guerrier. À la place, il fut empalé sur un pic au sommet d'une colline. Celui-ci, toujours bouillonnant de rage, s'estirpa et parcourut les montagnes de Norsca, donc pas le territoire le moins hostile du vieux monde. Le tout avec son intestin grêle le suivant à 5 mètres derrière lui. Grâce aux appels d'un buveur de sang, il tomba sur une forge à artefacts, s'équipa convenablement et alla prendre sa revanche. S'ensuivit un combat de forte intensité durant lequel les deux guerriers s'entretuèrent. Mais en fait non, car Khorne l'avait rendu immortel, donc pas de fin honorable pour lui. Outre les guerres obligatoires, il profite de son temps libre en allant devant les forteresses pour se la donner contre qui le voudra en mode 1v1 guerre du Nord, mais sans les cousins derrière et avec la lame déjà sortie et bien visible, car bien que démon, il dispose du sens de l'honneur. Une fois son adversaire mis dans un sale état, il enserre son visage avec une main, duquel jaillit des flammes impies et obtient un crâne parfaitement dépourvu de chair. Dans le jeu, sa mécanique sera liée au crâne, à ma grande surprise ainsi que celle de tout le monde. Niveau design, il a du style et on sent qu'il soigne son apparence, à deux doigts de changer de bord pour Slaanesh. Côté Khorne, nous avons également deux héros légendaires, Colère 200, Khorne classique, guerre massacre, faveur de Khorne pour faire plus de guerre et de massacre, fait notable, serviteur d'Archaon employé pour le massacre et la guerre. Dans le cas de notre second, on reprend la même histoire que pour le dernier ou juste tous les autres champions de Khorne, à la différence que pour le coup, le gros bulldog dans son trône était d'humeur farceuse. Scylla Affingrim, un Norse, donc déjà habitué depuis petit à la violence. À 25 ans, il tue un Jabberslit. Ensuite, il dératise une colonie Skaven, sa récompense, des bras de singe griffus. Après un raid maritime, il reçut une queue avec une bouche. Un massacre de commerçants nains du chaos en récompense des pics sur le dos. Et pour finir, une victoire sur des cannibales ogres qui lui accorda de devenir une bête sauvage en quête d'homicide. Il est actuellement reconnu comme une mascotte au sein de la tribu dont il était anciennement le chef. Il a tout bien fait mais Khorne l'a transformé en enfant du chaos, aucune raison pour cela. Bon, en vrai nous n'en avons pas encore fini avec Khorne car le FLC accompagnant le DLC nous permettra de jouer Arba l'invincible. À la différence de Scylla, il est le favori de Khorne. Comme cadeau, il reçut donc le chien préféré de son dieu, probablement dans le but de l'aider à faire la guerre et des massacres. Son lore est inconnu, cependant vous pouvez vous référer aux critères de sélection des élus dans cette faction. Pour ce qui est des nouvelles unités et leur rapport dans le jeu, on va pas théoriser car comme toutes les troupes de cette faction, la stratégie sera toujours tout droit jusqu'à oblitérer l'adversaire au contact. Golfag, mangeur d'hommes, mercenaire ogre, n'est pas n'importe lequel des mercenaires, c'est le mercenaire ogre. Il fut le premier à avoir été nommé mangeur d'hommes après avoir englouti son trésorier payeur. Mais avant d'être mercenaire, c'est avant tout l'un des plus grands fans de voyage et d'aventure de cet univers. Dans notre monde, nous avons les sponsors, les vlogs, OnlyFans et autres qui peuvent permettre à des personnes venant de milieux modestes de faire de beaux voyages, à condition de se casser un peu le cul. Mais rien de tout cela dans Warhammer. Cela fait plus de 60 ans que Golfag voyage, et pour payer cela, rien de mieux que le mercenariat. Son premier employeur fut un orc à qui il arracha le bras à cause d'un malentendu, sur la quantité de bière tolérable à boire et sur la comestibilité des gobelins. Il fut donc bien obligé de le trahir et de rejoindre le camp d'en face. Son second employeur fut le roi tueur Ungrim Pointe de Fer en personne. Golfag réalisa son travail à merveille en apportant le corps démembré de son ancien employeur au nouveau. Il reçut donc un large paiement avant de devoir fuir car lui et ses hommes décidèrent de prendre un Estra en se servant directement dans le trésor. Mais heureusement pour eux que les nains ne sont pas rancuniers. Lors de sa fuite, il traversa le Mout et découvrit sa nourriture préférée, les Halflings, avant de passer par la Tillée et découvrir en Bretonie la bouffe en conserve ou plus communément à l'an commune, chevalier. Deux phrases de son histoire sont à retenir. Il est sorti d'innombrables batailles, a pillé des terres sacrées d'Ultuan, a vu Scarogne et a survécu, a englouti plus de tonnelés de Bugsman que la part des nains en verront jamais, et a été décoré par l'empereur Karl Franz en personne.
Au fil de ses aventures, Golfag a gagné et perdu plus d'objets qu'il existe de gnoblards. Son goût, immodéré pour les voyages, l'a toujours empêché de devenir un tyran, mais lui a valu autant de butin que de renommée. Dans un monde où les guerres se déclenchent par envie de conquête, cupidité ou par des raisons religieuses, Golfag, lui, n'est rien d'autre qu'un bon vivant, fan d'aventure et a acquis sa renommée en restant ce qu'il est. Ce sera un spécialiste de mêlée avec très certainement des atouts de buff pour les unités de mangeurs d'hommes. Brag les Tripper, comme son nom l'indique, n'est pas aussi gentil que Golfag. Le petit Brag, dès sa naissance, eut un talent inné pour la décapitation, ce qui n'est pas mal vu chez les ogres. Lors de conflits, il terrassa moult ennemis puissants, y compris des champions du chaos. Mais lorsqu'il y eut des guerres tribales entre les clans ogres, sa technique fut d'éventrer ses congénères hostiles. Or, le ventre, c'est la partie sacrée chez un ogre, son acte revient donc un peu à ça. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. C'est pas cool, Butters, un mec, tu lui tires pas dans la bite. Bah, je voulais l'empêcher de partir parce que T'as aucune excuse, Butters, un mec, faut jamais lui tirer dans la bite. Tout le monde te le dira. Tirer sur un mec dans la bite, vraiment, ça craint. Je te comprends pas, Butters. À partir de ce moment, il inspira de la peur et du dégoût chez les membres de sa propre espèce, si bien que malgré sa force, il peut tuer n'importe quel tyran, personne ne le suivra. Il écume donc différentes tribus dans le but de faire l'acte pour lequel il est le plus doué, tuer. Nous sommes donc sur un probable très bon combattant avec des stats d'attaque monstrueuses, espérons donc que ces animations puissent toucher quelque chose de plus petit qu'un tank à vapeur. En ce qui concerne les unités, en nouveau seigneur, nous retrouvons le Paymaster qui offrira un boost d'argent récupéré après bataille. Il remplacera donc probablement le seigneur tyran dans beaucoup d'armées. Les cogneurs qui quant à eux seront des tyrans mais en héros. Les bonus qu'ils apporteront seront importants pour savoir s'ils ont leur place dans des armées qui ne manquent pas de masse et de dégâts. Les vautours de sang seront des unités de contournement aérien, différents buffs devraient leur être apportés par les chasseurs ogres. Pour le début de partie, nous allons avoir des chevaucheurs de cochons. Dans le lore, ce sont des snotlings faisant des combats de joutes entre eux pour divertir les ogres. Mais comme on n'amène pas de cochons sur un champ de bataille, ils se chevauchent entre eux. Creative Assembly les a vendus comme une unité anti-large de début de campagne. Cependant, j'espère que leur aspect d'amuseur ogre soit symbolisé avec un boost de morale pour toutes les unités de ce type aux alentours. Les ogres de Golfag, outre le fait que ce soit des mangeurs d'hommes, rien dans le lore ne laisse présager du type d'unité, excepté qu'ils soient en admiration pour leur chef, du coup potentiellement un haut commandement. Une des seules informations données est que lors d'une incarcération dans des geôles naines, Golfag mangea ses hommes ainsi que les orques et gobelins avec qui il partageait sa cellule, à l'exception d'un ancien pote de beuverie à qui il ne dévora que la jambe. Les nul ne sait pourquoi ils se battent aux côtés des ogres. Tête ancestrale, envie de carnage, soutien familial. Mais une chose est sûre, c'est que ce sont de formidables tueurs rapides comme une cavalerie. Vivant dans les plus hautes montagnes, leur adaptation leur fit développer griffes et ergots utiles pour l'escalade sur des rebords gelés et l'oblitération d'armure. Ils sont également une incarnation de leur biome avec la faculté de geler l'environnement à proximité, pratique pour tétaniser leurs proies avant de les bouffer. Dans le jeu, ils se rempliront probablement le même rôle que les cannibales mais en étant beaucoup plus forts. Contournement, rapidité, gros bonus de charge, peu armuré, ils disposeraient également d'une aura de givre pour ralentir les unités adverses, ou au minima des attaques d'engelure. Pour le respect du lore, un artefact corne de chasse devrait être inclus afin d'invoquer temporairement une de ces unités sur le champ de bataille. Car malheureusement, un Yeti ne peut rester trop longtemps hors de ces montagnes glacées, sous peine de devenir apathique et fondre. Maintenant, le meilleur et le plus gros pour la fin, le mégastodonte. Très certainement l'une des espèces les plus anciennes de ce monde dont les ancêtres furent corrompus par la magie. Leur malédiction est d'être des incarnations vivantes des hivers les plus froids et cruels, pouvant geler quiconque restant trop près d'eux, eux y compris. Pour pallier cela, ils doivent consommer une quantité gargantuesque d'énergie. La chaleur les insupporte, ils profitent donc de glaciers pour s'y réfugier en été. Une fois celui-ci terminé, ils se servent de leur musculature titanesque pour le briser afin d'en éclore. D'apparence moins agressif et robuste que leur cousin Mastorok, ils n'en restent pas moins dévastateurs avec des défenses acérées pouvant canaliser les éclairs, ainsi qu'un certain contrôle de la magie leur permettant, en plus de leur aura glaciale, de créer des orbes de glace pulvérisant tout ennemi. Dans le jeu, unité de tier 5 si les concepteurs n'ont pas abusé sur la drogue, moins solide qu'un Mastorok au corps à corps mais disposant d'une aura de dégâts ainsi que de sorts gratuits. Grâce à tous ces ajouts, les armées ogres sont complétées et il sera possible d'écraser toute armée avec couleur et diversité.
En parlant de diversité, on va parler de la faction qui en a le plus et plus particulièrement du Big Boss ayant permis cela. Gorbad Griffe de Fer fut le premier grand stratège orc qu'ait connu le monde de Warhammer Fantasy. L'une de ses premières actions alla dans ce sens est l'adhésion des gobelins dans les troupes de guerre peau verte, ce qui permit en premier lieu l'ajout d'artillerie dans les armées. De plus, la nature brutale orc leur empêche souvent d'avoir la concentration suffisante pour tirer à l'arc et non l'éclater sur le voisin d'en face. Là où les gobelins plus fourbes remplissent ce rôle avec joie, bien que piètres tireurs, leur nombre permet une efficacité redoutable. Petit point culture, c'est grâce aux compositions d'armées davantage axées sur le tir et non l'infanterie et la cavalerie de contact que l'Angleterre prit une avance au début de la guerre de 100 ans. Après nous le sachons, chez les orques, tu peux être un intellect, si tu sais pas taper, tu vas faire chaman et pas chef de guerre. Mais pour cela, Gorbad n'a aucun problème, après des centaines de victoires face aux chefs de tribu adverses, il mena une des plus grandes wags que le monde n'ait jamais connues. Après avoir tapé sur du nain qui au bout d'un moment préférèrent se planquer comme des cours derrière leur forteresse imprenable, il s'attaqua avec ses boys à l'Empire, rasa une bonne partie de l'Averland et anéantit presque le Soland. Sur leur passage martyrisèrent les petits alflins du Mout, il prit d'assaut la cité de Nuln qui tomba face aux forces de la Wag et sa grosse intelligence. Après quelques pillages, il dirigea ses envies de conquête sur la capitale impériale, Aldorf. L'empereur, au courant que près de 10 hectares de champignons en soif de sang s'apprêtaient à lui déferler sur le visage, prit des mesures, notamment de nommer le comte-électeur Eric Adolphus, le meilleur combattant et général de l'Empire, à la tête des forces de cavalerie. Celui-ci joua avec l'ego du Big Boss à le provoquant. Gorbad monta alors sur son cochon de guerre, Gnarla, scinda ses troupes en deux et un combat de cavalerie digne d'un film s'engagea entre les deux forces. À la fin, Eric Adolphus fut tué et Gorbad grièvement blessé et fortement amoindri. Pris de colère, il mit son armée en mode marche forcée. Ceux-ci arrivèrent donc désorganisés et fatigués au pied de la ville, au point de ne pas remarquer les marécages dans lesquels beaucoup de peaux vertes périrent. Quand comme des Prusses ces orques. Comme on peut s'en douter, la Wag parvenait difficilement à prendre la ville. Gorbad, quant à lui, ne pouvait plus mener l'assaut en personne au vu de son état. Des dissensions se firent donc en plein milieu du champ de bataille et le nombre de fuyards et de tueries interwag se firent de plus en plus nombreuses. En dernier recours, il libéra une demi-douzaine de vouivres sur la cité, l'une d'elles parviendra même à tuer l'empereur. Dans la salle du trône à l'abri des regards adverses. Mais bon, le mal était déjà fait, les orques découragés se cédèrent, Gorbad fuya avec sa tribu, avant de se faire cueillir non loin des montagnes par les nains toujours aussi peu rancuniers. Nul ne sait ce qui est advenu de l'or. Dans le jeu, il devrait être un excellent buffer avec des mécaniques encourageant à une répartition équilibrée orc et gobelin. Cela pourrait se faire à la manière de l'harmonie chez KT. Un héros légendaire pour cette faction, nous retrouvons Snaglal Glavio, membre d'une tribu de gobelins des forêts, qui sont des peuples proches du dieu araignée. Sa tribu se fait détruire par l'Empire au début de la guerre du Dragvald. Celui-ci, non présent au moment des faits, eut une vision de leur dieu, prit un croc de la regrettée Aragnarok du village et parta en quête de vengeance. Sa tactique, la guérilla. Dans le jeu, il apportera de forts buffs à toute unité type araignée présente dans les armées dans lesquelles il se trouvera. En seigneur et héros générique, nous retrouverons le grand chaman orc sauvage qui améliorera sûrement ces derniers en plus de faire de la magie en pagne. Ainsi que le grand chef gobelin de la nuit qui deviendra probablement un must-have dans toutes les campagnes Skarsnik car apportant des améliorations pour les gobos de la nuit. En toutes nouvelles unités, nous retrouvons les orques noirs à bouclier qui apporteront la meilleure ligne défensive pour les peaux vertes. Ma déception étant que le mode bouclier ne soit pas juste une compétence activable à la manière des danseuses de guerre elfes sylvaines. Les balistes gobelins apporteront de l'artillerie anti-large à cette faction, bon combo avec les nouvelles unités défensives. L'Aragnarok lanceur, probable artillerie de moyenne portée avec des projectiles ralentissant les ennemis, espérant une compétence de filet et provoquant la terreur sur les unités adverses ainsi que sur les joueurs arachnophobes. Le Squig géant absolument aucune idée de son utilité ou de sa viabilité en pleine bataille, mais une chose sûre, cette unité sera incorporée dans toutes mes armées dès qu'elle sera débloquée. Puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin, nous allons parler du Squig Broyer. Le but de cette unité est de déchiqueter les armures, de briser les charges, tout en rendant le champ de bataille chaotique au possible. Niveau lore, c'est l'une des inventions de Skarsnik. Vous prenez deux gros Squigs, vous les attachez ensemble, vous les droguez, puis vous les lâchez dans un tunnel étroit, transformant tout brissaire au contact en purée. Nous sommes sur une unité perse armure anti-infanterie de haute volée là. Ces petits broyeurs pourraient disposer d'une capacité comme le bargeot tournoyant des fanatiques afin de déchiqueter tout ce qui est en face. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce DLC vous allez prendre. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé. Sur ce, bise!